Bonjour à tous. Donc je suis prêt pour la chronique numéro 22, consacrée à Steve McQueen. Et dans cette chronique, je vais traiter du film La Tour Infernale, The Towering Inferno. Réalisé en 1974 et d'une durée de 2h45 environ, le film est réalisé par John Guillermin sur un scénario de Stirling Silliphant, d'après les romans de Richard Martin Stern, Thomas N. Scortia et Frank Robinson. Le film est produit par Warner Bros. Et 20th Century Fox. Le producteur exécutif du film, c'est Irving Allen. La musique du film est composée par John Williams. Et la sortie du film à Paris date du 6 mars 1975. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle du colonel des pompiers, Michael O'Halloran. Il est entouré d'immenses acteurs américains de renom comme Paul Newman, qui joue le rôle de l'architecte Doug Roberts. William Holden joue James Duncan. Faye Dunaway interprète le rôle de Suzanne Franklin. Fred Astaire, lui, joue le rôle de Harley Claiborne. Susan Blackley joue Patty Simpson. Richard Chamberlain interprète Roger Simmons. Jennifer Jones, elle, joue le rôle de Liselott Muller. Roger Simpson joue Jernigan. Robert Vaughn, lui, joue le rôle du sénateur Gary Parker. Robert Wagner interprète Dan Bigelow. Suzanne Flanley interprète Laurie. Don Gordon interprète Cappy, un pompier. Donc je vais arrêter là la distribution, elle est tellement énorme, on n'en finirait plus. Donc je vais passer à la partie du scénario. Donc l'architecte Doug Roberts se pose en hélicoptère sur la terrasse de la tour de verre qu'il a conçue. Ce jour, le building de 138 étages doit être inauguré. Une inauguration qui promet d'être fastueuse. Roberts rencontre tout d'abord Duncan, le promoteur constructeur, puis retrouve Suzanne Franklin, sa maîtresse. Entre-temps, des incidents se sont produits au cœur de l'immeuble. En effet, un court-circuit a provoqué un début d'incendie au 88e étage. Les hommes de la sécurité constatent que l'installation générale laisse à désirer. Ils font donc alors appel à Roberts. Et en procédant aux vérifications, l'architecte découvre avec stupeur que ces directives n'ont pas été suivies. En effet, les indispensables gaines protectrices autour des câbles sont absentes. Après une rapide enquête, Roberts découvre que Roger Simmons, le gendre de Duncan, a effectué des coupes sombres dans le budget avec l'accord de ce dernier. La sécurité en a donc finalement pâti. Tandis qu'on tente de circonscrire le feu, Roberts explique au promoteur qu'il faut impérativement retarder la cérémonie. Mais c'est peine perdue, car les invités commencent déjà à arriver. Le feu se propage rapidement. Bien qu'au sommet de la tour, la cérémonie batte son plein, Duncan se voit finalement ordonné par O'Halloran, le colonel des pompiers, d'évacuer tout le monde. Il est déjà trop tard, les flammes bloquent les ascenseurs et envahissent la tour. Déjà, on déplore des victimes. Dan Bigelow et son ami, qui se trouvaient à un appartement proche du foyer principal, périssent. Doug se charge alors lui-même de faire évacuer les quelques appartements déjà occupés. Il s'occupe en particulier de Madame Albright, une sourde muette, et de ses 2 enfants. Rapidement, on se rend compte qu'il est impossible de faire sortir la foule par l'intérieur de l'immeuble. Les escaliers succombent un à un sous la force de l'incendie. On envoie alors des hélicoptères sur le toit de l'immeuble, mais le vent y est trop fort, et l'un des engins s'écrase, tuant son pilote. Un ascenseur extérieur, le dernier à fonctionner, cède sous le poids de ses occupants. Armé d'un treuil et suspendu à un hélicoptère, O'Halloran récupère la cabine et parvient à la déposer sur le sol. On tente ensuite d'établir un lien entre la tour en flammes et un gratte-ciel voisin. Un câble est tendu et un siège y est fixé. Par tirage au sort sont désignées les personnes qui, une à une, s'installent sur la passerelle de salut précaire. Après un angoissant voyage au-dessus du vide, les premiers choisis se retrouvent de l'autre côté. Le temps passe lentement et l'impatience grandit. Plusieurs hommes, dont Simmons, se précipitent sur le siège et se tuent, entraînant le câble dans leur chute. O'Halloran et Roberts envisagent donc de recourir aux grands moyens. C'est-à-dire, ils veulent faire sauter les réservoirs d'eau situés au-dessus de la salle de réception sur le toit. Des tonnes d'eau se trouveront ainsi libérées
écrasant tout sur leur passage. C'est pourquoi les deux hommes demandent à tous les rescapés de s'attacher solidement à des piliers pour éviter d'être emportés par le flot. Ils placent ensuite des explosifs au pied des réservoirs, puis s'attachent à leur tour. L'opération a les résultats escomptés, l'incendie est éteint, et Halloran et Roberts se retrouvent au bas de l'immeuble de la tour de verre, et ils jurent, mais un peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Donc voilà le film résumé dans les grandes lignes, mais c'est vrai que c'est un film captivant, il n'y a pas de temps mort, c'est vrai que 2h45, ça peut paraître long, mais je vous dis, c'est fluide, l'histoire est bien conçue, les effets spéciaux de l'époque, parce qu'il faut se remémorer quand même que ça date de 75, enfin 74, et c'était les prouesses techniques qui sont, si on le regarde encore maintenant, c'est toujours impressionnant. Donc je vais passer à la partie des critiques sur le film, j'en ai pas relevé beaucoup malheureusement. Donc dans Télé 7 jours, on pouvait lire « Délicieux, les frissons de l'angoisse quand on est dans un fauteuil ». Pour nous faire vivre comme en direct le terrifiant incendie de la Tour de Verre, le réalisateur John Guillermin n'a ménagé ni ses équipes techniques, ni l'argent de ses producteurs. Au générique, une constellation de stars dont le talent ajoute à l'efficacité de la mise en scène. Du grand spectacle, du vrai cinéma. Dans le journal Le Monde, Jean de Baroncelli écrivit « Une fois encore, on est éberlué par les moyens mis en œuvre et la perfection des trucages. Ce building qui crépite et éclate comme une grenade, cette trompe d'eau qui, lors du final, éteint le feu au risque de noyer les survivants. Dans la hiérarchie des films catastrophes, celui de Guillermin mérite la place d'honneur pour l'originalité relative du scénario et la puissance de la mise en scène. » Voilà, j'ai relevé que ces deux critiques. Donc je vais passer du coup à la partie des anecdotes, il y en a pas mal. Donc il faut savoir que pour faire le film, c'est deux romans qui ont servi de base au scénario. C'était donc le roman The Tower de Richard Martin Stern et le roman The Glass Inferno de Thomas Scorsia et Frank Robinson. Une autre anecdote, en raison de l'importance des décors et des trucages et surtout de la distribution, la Tour Infernale bat tous les records de budget avec au total une somme de 14 millions de dollars. Il faut savoir aussi que le film a gagné 3 Oscars, celui de la meilleure photo, du meilleur montage et de la meilleure chanson. Quant à Fred Astaire, il fut nominé pour le meilleur acteur dans un second rôle et il a obtenu le Golden Globe de l'année. Il faut savoir aussi que le producteur Irving Allen voulait confier le rôle de l'architecte tout d'abord à Steve McQueen. Mais comme Steve insista pour obtenir celui du chef des pompiers à ses yeux le plus héroïque, il va finir par l'obtenir. Le rôle de Liselott Muller a d'abord été offert à Olivia de Havilland. Et en fait, c'est Jennifer Jones qui l'a obtenu au final. Et d'ailleurs, ce fut son dernier rôle avant qu'elle n'abandonne le cinéma après le suicide de sa fille en 1976. Et elle va se consacrer plus tard donc à la psychologie. Une autre anecdote, il faut savoir que Steve McQueen exigea d'avoir le même nombre de lignes de texte de dialogue dans le scénario, et que son nom soit le plus en évidence sur l'affiche du film. Et en fait, il faut savoir ensuite qu'il a obtenu tout ce qu'il avait souhaité. Une autre anecdote, pour son rôle du colonel des pompiers au Halloran, Steve McQueen a suivi une formation de 2 semaines auprès de vrais professionnels. En mai 1974, il y a eu un incendie au studio Metro-Goldwyn-Mayer et Steve McQueen fut le seul civil à se porter volontaire pour aider une centaine de pompiers ayant participé à l'intervention. Donc voilà la partie anecdote. Je vais maintenant basculer à la partie des doublages. Donc je vais vous les citer, il y en a pas mal. Donc Jacques Thébault, forcément, retrouve Steve McQueen dans le rôle du colonel des pompiers Michael O'Halloran. Paul Newman, lui, est doublé par Marcel Bozzuffi. Il interprète le rôle de Doug Roberts, l'architecte. Jean Martinelli double William Holden, qui joue le rôle du promoteur Jim Duncan. Perrette Pradier double Faye Dunaway, qui interprète Suzanne Franklin, une journaliste et fiancée de Roberts. Claude Dauphin double Fred Astaire, qui joue Harley Claiborne, un petit escroc. Béatrice Delph double Susan Blackley,
Patty Simmons, qui interprète Patty Simmons. Dominique Paturel double Richard Chamberlain, qui joue le rôle de Roger Simmons, le gendre de Duncan. Monique Mélinard double Jennifer Jones, qui joue Liselott Muller. Sadie Rebaud double O.J. Simpson, qui interprète Harry Jernigan. Roger Rudel double Robert Vaughn, qui interprète le rôle du sénateur Gary Parker. Jean-Claude Michel double Robert Wagner, qui lui interprète Dan Bigelow. Jacques Deschamps double Norman Burton, qui interprète Will Giddins. Claude Joseph double Dob Gordon, qui joue le rôle de Capi, le capitaine des pompiers. Serge Sauvion double Felton Perry, qui joue le rôle du pompier Scott. Francis Lax double Ernie F. Orsatti, qui est le pompier Mark Powers. Jean Berger double Dabney Coleman, qui est le premier chef adjoint. Bon, je vais arrêter là, ce serait trop long, mais vous voyez que c'est des grands noms du doublage français. Donc il faut savoir aussi que le film a été redoublé après sa sortie en DVD. Et depuis, c'est très très difficile de trouver la version originale. Moi, pour ma part, moi c'est vraiment le doublage que je préfère, c'est vraiment la première version. Donc ceux qui ont la chance de l'avoir, gardez-le précieusement parce que c'est devenu introuvable. Donc la chronique 22 est terminée. Chronique 22 consacrée à la Tour Infernale. C'est toujours un plaisir de se plonger dans la carrière de Steve McQueen et surtout de vous la faire partager. Donc c'est pour ça que je vous dis un grand merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour la chronique numéro 23. Bonne journée à tous et puis bon, à très bientôt pour la chronique 23.